Il est vrai que de nos jours, marqués par une économie agroalimentaire intensive, peu de monuments et de vestiges nous rappellent l'existence dans le passé d'une activité toilière prospère en Centre-Bretagne. Seules les quelques belles et grandes demeures des anciens négociants, les nombreuses maisons plus modestes des tisserands, ainsi que les différents outils servant à la fabrication des étoffes de lin et de chanvre, conservés chez des particuliers, restent encore un témoin oculaire précieux de cette époque, car il est vrai que les anciennes halles abritant le commerce des toiles près de l'église Notre-Dame de Saint-Mathurin à Moncontour furent détruites très tôt, que la place de l'ancien marché aux toiles fines de lin est aujourd'hui partiellement diminuée par l'agrandissement de la maison de retraite, et enfin que de l'ancien bureau à la marque des toiles, il nous en reste quasiment rien, si ce n'est ses archives. L'origine de la production de toiles de lin remonte à la plus haute antiquité. Dans l'ancienne Égypte, on tissait des vêtements avec cette matière. Dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, Jules César fait allusion aux vêtements des Gaulois ainsi qu'aux cultures de cette plante. Au début du Moyen-Âge, la fabrication des toiles reste peu courante, sauf en Flandre. Mais au XIIIe et XIVe siècle, cette industrie se développe en France car la consommation augmente parmi les classes moyennes. En Bretagne, la production de toiles de lin devient une richesse locale. La production textile de l'ère de Moncontour s'inscrit dans celle plus vaste du secteur de Loudéac, Uzel, Châtellerault et Quintin. Essentiellement basée sur la fabrication des toiles de lin et de chanvre, elle nous est en outre connue depuis le XVe siècle. Toutefois, malgré l'existence d'une activité toilière ancienne, Moncontour dut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour obtenir la concession d'un marché aux toiles. Les toiles Bretagne deviennent ainsi les toiles les plus vendues à l'étranger, exportées notamment vers le port andalou de Cadix. Elles doivent leur succès à la supériorité de leur qualité. Ainsi, au XVIIIe siècle, la province tout entière doit s'adapter à de nouvelles conditions et demandes, se trouvant par conséquent réduite à un débouché quasi unique, à savoir l'Espagne et ses colonies américaines. La région de Moncontour, Quintin, Uzel et Loudéac connaît donc une période de grande prospérité au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec la commercialisation et l'exportation sur les marchés étrangers d'une toile de lin d'une grande finition appelée toile de Bretagne. La petite industrie rurale tend donc à prendre au cours de ce dernier siècle une place croissante dans la production nationale d'articles manufacturés. Ce développement économique voit le jour dans le cadre d'un capitalisme marchand dont le personnage central se trouve être le négociant de toiles. Ainsi, les marchands de la manufacture des toiles de Bretagne développent leurs activités selon le modèle que les économistes contemporains appellent Kauf System ou Domestic System. Ce modèle insiste sur le fait que les négociants s'approvisionnent en produits semi-finis sur les marchés auprès des tisserands, ces derniers étant définis comme de petits entrepreneurs indépendants. Cette région manufacturière se fonde donc sur la spécialisation du travail de la toile dans le cadre d'une activité industrielle, ce que Mendels a qualifié de proto-industrie, privilégiant ainsi le travail à domicile des paysans tisserands, dispersés dans la campagne voisine et restant sous le contrôle permanent des marchands fabricants de la ville-marché. Cette activité de tissage et de filature permet donc à une importante partie de la population rurale d'occuper les nombreux temps morts laissés par la peu productive agriculture et par conséquent de bénéficier aussi d'un complément de revenus. Dans l'industrie toilière, le tissage reste en effet manuel. Seule la filature et l'impression des toiles en coton se sont progressivement mécanisées. Pour le lin et la laine, les techniques utilisées ont donc peu évolué et la productivité des ateliers n'a pas progressé au cours de ce siècle, du XVIIIe siècle. De plus, la société toilière de la région de Moncontour présente deux aspects importants qui en font sa singularité par rapport aux autres villes de la manufacture des toiles Bretagne, à savoir Quintin, Uzel et Loudéac. D'une part, elle est très majoritairement rurale, caractère assez général à cette époque, mais encore plus accentué ici dans cette petite cité du Menet. D'autre part, le moteur de son activité toilière se trouve être les négociants de Saint-Malo, qui mettent les marchands les plus modestes de Moncontour sur leur entière dépendance, car ces illustres armateurs leur assurent à presque tous l'écoulement de leur production à l'étranger, les réduisant ainsi à jouer un simple rôle de courtier, s'assurant de rassembler les toiles, de les préparer, de les plier, pour les mettre en balle, et enfin de les acheminer vers le port de la Rance. Ainsi, la grande majorité des marchands de toiles de Moncontour
ne s'est jamais impliqué directement dans l'exportation de leur production vers l'étranger par manque de moyens financiers, de compétences ou bien même de volonté. Des historiens tels que Tanguy ou Bourdet et surtout par la suite Jean Martin ont mis en lumière cette fabrique d'étoiles de Bretagne, qui l'emporte tant sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité, vis-à-vis de l'ensemble de ses concurrents de la province de Bretagne au XVIIIe siècle. Cette suprématie est notamment due à sa riche clientèle, majoritairement créole, d'Amérique du Sud, conquise depuis la fin du XVIIe siècle. Une activité toilière a donc bien subsisté et s'est développée à Moncontour, faisant vivre en outre plusieurs marchands et tisserands en son sein et dans les paroisses voisines, bien avant le développement de l'agriculture moderne et intensive qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce qu'il existe déjà l'ensemble des facteurs, des agents, des infrastructures liées à cette activité toilière à Moncontour que le seigneur de la ville, le duc de Penthièvre, favorisa auprès du roi, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'obtention d'un marché pour son domaine, alors même que l'activité toilière connaît à l'époque de cette ouverture sur le plan national et plus particulièrement dans cette région, un certain ralentissement de sa production du fait d'un rétrécissement de ses nombreux débouchés commerciaux. Celui-ci a pour cause principale les nombreux conflits militaires qui se sont succédés et ont éclaté entre les grandes puissances européennes de ce siècle. Le blocus anglais et le contrôle des mers sonneront eux aussi le glas de la manufacture en général et de cet établissement en particulier, quasiment étouffé dans son berceau. Au temps de la période faste d'exportation de la toile de lin vers l'Espagne, la manufacture des Bretagnes se range pourtant parmi les centres de production toilier les plus importants du royaume. Le dicton breton « pas de lin, pas de pain » reflète aussi ce que sont au XVIIIe siècle les préoccupations quotidiennes de la masse des tisserands œuvrant au sein de cette fabrique et tout particulièrement dans les environs de Moncontour, ainsi que l'importance de la survie de cette manufacture pour l'ensemble de l'économie locale. L'implantation d'un bureau à la marque et visite des étoffes en 1757 nous confirme l'existence d'un certain développement de l'activité toilière dans la région de Moncontour. En effet, nous savons que les tisserands refusent d'avoir à se déplacer trop loin pour faire contrôler la qualité de leurs produits. Les bureaux de visite se situent donc à proximité des lieux de fabrique et leur répartition spatiale reflète partiellement la zone géographique réelle du tissage. Ces lins et ces chanvres sont mis en œuvre tout au long de la période considérée avec des techniques traditionnelles du tissage et de la filature. Cette dernière est réalisée au grand rouet et occupe dans les villes et les campagnes une masse innombrable de femmes et de jeunes filles. L'opération a lieu généralement sous le toit du cultivateur, aux veillées et dans les intervalles des travaux des champs. Le tissage, quant à lui, s'effectue sur les antiques métiers à bras, devenus aujourd'hui objets de musée. Pour les toiles, la fabrication est en grande partie rurale, surtout pour les pièces les plus grossières en chanvre, utilisées et consommées sur les lieux mêmes. Mais pour les toiles fines, en lin, particulièrement donc celles qu'on appelle les toiles de Bretagne, destinées après avoir reçu les différents apprêts de finition à d'importantes transactions lointaines, sortent des caves des tisserands urbains spécialisés, travaillant seuls et à domicile avec l'aide de leurs femmes et de leurs enfants. Malgré bon nombre de difficultés, le bureau de la marque, affecté au contrôle de la production toilière locale, perdurera pendant près de 34 ans. Sa courte existence s'explique par différents facteurs, et notamment en grande partie par la mauvaise conjoncture économique, sociale et politique dans laquelle se trouve la France à cette période, ayant pour conséquence d'étouffer dans son berceau cet établissement. Ainsi, l'année 1779 demeure à plus d'un titre une date charnière dans l'histoire de la fabrique. Généralement, elle est associée au début du conflit nord-américain, marqué par la fermeture des mers, mais elle correspond surtout à la fin des privilèges douaniers espagnols consentis en particulier aux exportateurs bretons. Ils ont entraîné par conséquent une phase de récession économique pour la région. De plus, après l'âge d'or des toiles Bretagne de la fin du XVIIe siècle et du début du siècle suivant, l'activité textile subit aussi de plein fouet, au milieu du XVIIIe siècle, non seulement la concurrence déloyale des autres productions européennes contrefaites, mais aussi la rupture des courants commerciaux du fait des désastreuses conséquences du blocus maritime exercé par l'Angleterre sur la France. Elle aborde donc en position de faiblesse les temps difficiles et troublés de la Révolution et de l'Empire entre 1793 et 1802. En outre, l'industrie rurale, sur laquelle repose l'activité linière et chanvrière bretonne, devient totalement et très rapidement obsolète face aux méthodes novatrices de la production industrielle des pays européens voisins comme la Prusse, l'Angleterre, la Hollande ou la Belgique. Par conséquent, l'activité déjà faible de Moncontour décline vite,
se limitant pratiquement à une consommation locale. La Révolution et l'Empire achèvent ainsi de ruiner l'industrie des toiles du centre-Bretagne par le manque de numéraire, la dépréciation des assignats, la suppression de la marque, la levée en masse privant la fabrique de nombreux bras, l'insécurité provoquée par les guerres civiles, le blocus de la côte, ainsi que l'interruption du commerce maritime. Ainsi, la Révolution a chassé les capitaux hors du pays, l'inflation a ruiné les épargnants, favorisant les formes spéculatives aux dépens des formes productives de placement. Ces temps troublés ont, sans discussion possible, ruiné le grand commerce maritime français sur lequel s'était fondé le commerce des toiles Bretagne. De plus, après 1830, les anciennes colonies espagnoles d'Amérique du Sud, qui représentent le marché quasi unique des exportations des toiles de Bretagne, se ferment définitivement au commerce de ces toiles. Le 19e siècle sera le siècle du charbon, du fer et du coton, et non plus celui des toiles de lin et de chanvre. Moncontour est pourtant, avant ce funeste constat, l'une des 4 villes-marchés comprises dans l'étendue de cette fabrique dite de Quintin ou des toiles de Bretagne. Bien qu'elle n'ait jamais été en position de concurrencer ses voisines, à savoir surtout la ville de Quintin et encore un petit peu aussi celle d'Uzel ou d'Oudéac, cette cité de Menet n'en a pas moins été très active. Moncontour possède de plus, avant 1789, plusieurs maisons de commerce fort riches qui expédient leurs toiles par balles de 50-100 aunes vers le port de Saint-Malo, d'où on les embarque ensuite pour Cadix. Cette tanière leur offre un débouché sûr et avantageux. C'est donc bien le dynamisme à la fois maritime et commercial de grandes familles malouines de négociants, ainsi que de plusieurs marchands de la manufacture, donc de la région, partis s'installer à Cadix pour y couler leur production toilière, comme le fit en outre Jean-Baptiste Veillet-Dufraîche de Moncontour, et la solidarité de leurs filières d'exploitation qu'ils ont su mettre en place, qui a permis à la manufacture des toiles Bretagne de conquérir pour un siècle, entre 1680 et 1780, les marchés hispano-américains, où elles écoulent vers 1775 plus de 80% de sa production. Ainsi, le parcours de Jean-Baptiste Veillet-Dufraîche, bien qu'atypique pour la ville de Moncontour, n'est pas un cas isolé dans la manufacture. Il représente l'image d'une bourgeoisie commerciale dont l'influence n'a cessé de croître tout au long du XVIIIe siècle, au point d'en faire une concurrente de la noblesse locale restée discrète. Pour l'ensemble des marchands de Moncontour, quel que soit leur niveau social et leurs engagements dans le processus d'exportation, tout prouve que les profits réalisés dans ce négoce sont substantiels, malgré quelques faillites connues, comme celle de Fraboulet ou de Chapelain de la Touche à Moncontour. Ces dernières montrent aussi que cette activité n'est toutefois pas sans risque. Pour les plus importantes d'entre eux, nous pouvons nous reporter aux importantes dots de mariage entre les familles de négociants, au luxe démesuré de leurs demeures et hôtels particuliers, à leur constante acquisition de terres, métairies, fermes ou moulins, poursuivis sur plusieurs générations. Bien entendu, la puissance économique ne manque pas de leur donner la puissance politique. La plupart de ces marchands de Moncontour s'installent solidement dans les fonctions municipales et paroissiales et jouent sous l'Ancien Régime, puis pendant la Révolution, qu'ils accueillent d'ailleurs avec ferveur, au moins à ses débuts, un rôle non négligeable dans les affaires publiques. En somme, ils sont derrière les armateurs malouins et caditains, donc de Cadix, les grands bénéficiaires de cette activité toilière. Cette bourgeoisie montante et bien établie prend donc part de façon importante aux événements révolutionnaires lors de la chute de l'Ancien Régime. Moncontour, dans la Révolution, est une ville bleue qui porte sous tous les fronts le flambeau du nouveau régime. Le corps des marchands de toile, acquis aux idées nouvelles, se fait en effet la tête pensante et organisatrice de celle-ci. En outre, de la fermeture du marché espagnol en 1793 jusqu'au Second Empire, seuls quelques rares marchands de toile ont voulu prolonger leurs activités en direction du marché intérieur français. La plupart de leurs confrères ont ainsi cessé tout commerce, migrant vers la ville voisine de Saint-Brieuc ou se réfugiant sur leurs terres. De même, le désintérêt de leurs enfants pour le négoce des toiles est évident. Ces jeunes gens, comme le fils de Jean-Baptiste Veillet-Dufraîche, se dirigent vers des professions de type juridique, médical, militaire, rentrant ainsi en grand nombre en politique. Ces bourgeois enrichis par le négoce des toiles ont donc forcément beaucoup mieux supporté l'impact des années sombres de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle que le menu peuple, notamment par rapport à la masse désœuvrée des tisserands, fileurs, carreurs, filandiers. En témoignent encore à cette époque du déclin les constructions de belles demeures en granit ainsi que les nombreuses acquisitions de biens nationaux élevant les anciens marchands de toile au rang de grands propriétaires terriens.
Au terme de la vaste redistribution des richesses commencée après les événements révolutionnaires de l'été 89, la bourgeoisie, dont elle a été la principale et unique bénéficiaire, aurait pu puiser largement dans la rente foncière les capitaux nécessaires à l'industrie naissante. À mon contour, les marchands de toile, reconvertis pour la plupart d'entre eux en tant que nouveaux propriétaires fonciers, ont rarement utilisé cette possibilité. L'absence d'une véritable bourgeoisie d'affaires, entreprenante, s'impliquant davantage dans la modernisation des processus de fabrication des toiles, est une des causes qui explique l'inévitable chute de la production toilière de la région. Le souci principal de ces anciens négociants n'est plus tourné vers le commerce des toiles, mais bien vers une reconversion où l'on cherche à marier ses enfants à des membres de familles importantes, occupant de hautes fonctions, notamment dans l'administration ou la politique, et non plus comme auparavant au sein des familles de négociants de toiles. Cet état d'esprit les a par conséquent plus rapprochés des préoccupations des roturiers que ceux des véritables capitaines d'industrie. Les bourgeois enrichis, qui survivent au déclin du commerce toilier, s'identifient ainsi aux gentilshommes dont ils ont acquis leurs terres, leur pouvoir, et certains de ces grands propriétaires fonciers trouveront en outre dans l'élevage et la culture d'autres projets d'avenir. De cette ancienne activité toilière de mon contour, il ne subsiste plus aujourd'hui que les diverses infrastructures, terrains du marché, maisons des tisserands, pourvus de grandes caves, demeures et hôtels particuliers des négociants, moulins à fouler, les étoffes, blanchisseries, buanderies, amidonneries, quelques instruments, outils divers, rouets, métiers à tisser, et enfin un patrimoine culturel qui disparaît malheureusement peu à peu avec l'industrie moderne et les générations. Nous avons donc souhaité modestement que ce récit contribue à conforter la réputation d'une cité médiévale, celle de Moncontour, qui a prospéré au XVIIIe siècle grâce à cette activité toilière qui a fait vivre toute une région, notamment celle de la région du Mené, devenue aujourd'hui si discrète que nous ne songeons plus à son renom d'autrefois.